Trouver Martine Roy aujourd'hui, avec qui j'aurai le plaisir d'échanger. Alors aujourd'hui, jusqu'à 13h30, on va parler en lien avec la conférence d'aujourd'hui qui s'intitule Personnes de diversité sexuelle et de genre et milieu de travail. Alors juste avant que je vous présente brièvement la biographie de Martine Roy, comme on le sait, lorsqu'on parle de 20-30 ans d'activisme et de travail vraiment pertinent, c'est dur à résumer en quelques lignes, mais nous allons le faire. Ensuite, elle prendra le temps de vous partager une partie de son parcours et également partager les grandes lignes de sa présentation. Par la suite, on prendra le temps de répondre à vos questions et moi-même, je sais que j'aurai certaines questions pour elle pour s'assurer d'une meilleure compréhension, s'assurer qu'on puisse avoir un dialogue pertinent, un dialogue constructif. Donc, tout au long de cette conférence, je vous invite aussi à être intentionnel dans vos propos, à être vraiment conscient de l'impact de vos interventions, le tout dans un climat de respect, dans un climat sécuritaire. Alors, qui est Martine Roy? Martine Roy a travaillé pendant 20 ans chez IBM, où elle a notamment occupé les postes de coordonnatrice en résolution de situations critiques et de directrice de compte. Au sein de cette organisation, elle a mis sur pied des groupes ressources afin de soutenir les employés LGBT et elle s'est engagée à fond dans la sensibilisation du personnel et de la direction aux réalités LGBT et dans la promotion d'un milieu de travail inclusif. Aujourd'hui, elle est directrice régionale, développement des affaires d'ESLGBTQ+ Québec et l'Est du Canada pour la Banque TD. Et elle relève encore une fois ce défi avec passion. Comme vous le savez, elle est une grande militante pour les droits des personnes LGBT et elle a le cœur, pardon, à ses affaires. Ceci étant dit, outre son travail et les organisations dans lesquelles elle est impliquée, on compte notamment la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, où elle agit comme commissaire en charte. Elle a également siégé comme membre du conseil d'administration de Fierté au Travail Canada durant 10 ans, un organisme qui est basé à Toronto, qu'elle a fondé avec 7 autres personnes. Elle a également été présidente de la Fondation Émergence jusqu'en 2015. Au fil des années, cette leader de l'inclusion en milieu de travail a reçu de nombreux prix et distinctions. Entre autres, en 2017, elle s'est vue décerner la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Martine Roy, bienvenue parmi nous. Très heureuse de te rencontrer. Merci, merci beaucoup, Dorothée. Alors, Alors, merci. je te laisse le mot d'introduction. Voilà. Oui, bon, merci pour, tu as bien raison, c'est une longue bio. Hein. On peut voir avec mon âge, même mon âge fait un peu des fois de partie de l'inclusion. Et pour ramener un peu pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est que dans la vie, il y a des choses qui vont se passer qui vont nous amener sur un chemin. On s'en rend pas compte, puis finalement, on y arrive. Alors, quand j'avais 19 ans, j'ai décidé de joindre l'armée canadienne comme assistante médicale. Avec plein d'idées, de rêves dans la tête. J'ai réussi mon entraînement à la base militaire de Saint-Jean pour être transférée finalement à Borden. Et à Borden, j'ai commencé mon entraînement d'assistante médicale et c'est là qu'on m'a arrêtée. On m'a amenée pour m'interroger pendant à peu près 4-5 heures sur mon orientation sexuelle, sur mon identité de genre, sur mes relations que j'avais avec qui, comment. On voulait aussi que je donne des noms. Et vous allez dire, mais comment ça? Pourquoi? Puis oui, je sais que je suis vieille, mais c'est pas si loin que ça. C'était jusqu'en 1992. Alors, de 1950 à 1992, dans la fonction publique, dans les forces armées militaires, dans la GRC, il y avait une loi qui disait que si tu étais homosexuel, tu étais un déviant sexuel. Et à ce moment-là, si tu étais reconnu, tu étais arrêté aussi. Il y en a qui étaient envoyés en psychiatrie où il y avait l'électrochoc, des choses comme ça. Je vous invite à voir le film, c'est anglais mais traduit, The Fruit Machine, qui est un documentaire qui raconte bien cette histoire-là. Puis pourquoi c'est important, c'est qu'ils ont touché à peu près à 9000 personnes comme ça, qui ont perdu leur emploi, que ce soit qui étaient homosexuels ou pas, parce que dans ce temps-là, même des gens hétérosexuels étaient visée comme une femme qui était hétérosexuelle qui joue à la balle molle, des choses comme ça. Alors, ça a été très difficile pour moi. Au début, ils m'ont dit si j'étais honnête, qu'ils me garderaient. Et quand on va dans l'armée, on s'investit corps et âme. Moi, j'ai dit oui, je m'excuse, je ne ferai plus jamais ça, désolée. C'était une erreur de parcours. Et finalement, ils m'ont même offert un nouveau contrat
de 3 ans parce qu'ils ont décidé de me garder, qui était en recherchiste en communication, qui est top secret. Et il semble qu'ils n'avaient pas fait une bonne enquête. Ils sont revenus 2 mois plus tard pour me dire que j'étais congédiée pour homosexualité en décembre 1984 et que j'avais 9 jours pour quitter. Alors ça m'a vraiment... J'ai essayé de me débattre, j'ai vu l'aumônier, j'ai vu plein de monde, j'ai été même au Parlement. Après ça, je me suis même battue avec mon père qui travaillait à l'Office national du film du Canada. Alors c'était son patron, dans le fond, qui avait dit en 69, on décriminalise, mais que dans le fond, dans sa maison, c'est encore criminel. Alors, on s'est battu, on s'est rendu jusqu'au chef de la défense, on s'est rendu jusqu'à la gouverneure générale pour se faire dire que c'était la loi. Alors, c'est seulement en 1992 que Michel Douglas, qui était un officier, vu que la Charte des droits et libertés était rendue au fédéral, qui a réussi à gagner puis faire retirer cette politique. Mais personne n'en a parlé, personne n'a été, il n'y a pas eu aucune excuse, c'est resté comme ça. Alors moi, un peu toute ma vie, je me suis dit, quelqu'un va venir cogner à ma porte, va venir s'excuser de m'avoir fait ça se peut pas. Mais ça se passait pas, puis je voulais pas attendre après ça. Donc, ça a été très dur de trouver un emploi. Même, je me suis retrouvée à Poste Canada après l'armée. J'étais toute seule de femme dans la succursale parce que c'était nouveau. Alors, il faut comprendre que les années 80, ça, c'est important d'en parler, je ne sais pas si c'était parce que j'étais lesbienne ou c'est parce que j'étais une femme que j'ai été discriminée. Parce que j'étais dans l'armée. Puis dans l'armée, dans ce temps-là, ils n'en voulaient pas des femmes. C'était soit qu'on était pour leur nuire ou des choses, on prenait leur emploi. Quand je suis arrivée à Poste Canada, c'était la même chose. J'étais toute seule de femme, puis on me regardait, on va perdre nos emplois et tout ça. Alors, ça a été compliqué pour moi de trouver ma place. Et c'est seulement en 1999, quand je suis arrivée chez IBM pour le Y2K, que j'ai découvert une compagnie totalement inclusive, qui avait des politiques, qui avait un regroupement d'employés d'ES LGBTQ, qui faisait des activités. D'ailleurs, même Michel Douglas est venu parler à Toronto au regroupement. Et c'est vraiment eux qui ont changé mon parcours. Parce que moi, j'ai toujours été traumatisée de perdre mon emploi. Je ne savais pas où je devais aller travailler. Et quand je suis arrivée là, j'étais tellement contente de rencontrer un employeur qui était inclusif. J'étais à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick en plus, encore plus, que je voulais dire à tout le monde. Alors moi, j'ai parti évidemment le regroupement d'employés de LGBTQ à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick en 2000. Et c'est là, à l'an 2000, qu'on a fait le premier défilé à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick avec le logo d'IBM. Ça avait quand même un poids très pesant. Et ça m'a vraiment motivée à continuer. Alors, comme je disais toujours, j'avais ma day job, puis j'avais ma gay job. Puis ma gay job, c'était justement d'essayer de recruter des employés pour le regroupement d'employés, faire des événements, aller dans des événements, des conférences, se nourrir d'informations pour pouvoir revenir à l'employeur, puis être capable d'aider justement à ce qu'il y ait de l'inclusion, de la diversité puis de l'équité dans toutes nos équipes. Et même en 2005, on s'est rendu compte qu'on devenait vraiment, tu sais, les jeunes nous invitaient dans des conférences, dans des lancements, des choses comme ça. Puis on s'est rendu compte aussi on n'était pas une entité sociale. Tu sais, le regroupement des femmes, c'est pas une entité sociale, c'est plus, ça fait partie des affaires. Et c'est là qu'on a dit, hey, c'est pas un regroupement d'employés, c'est un regroupement d'affaires d'employés. Et on a changé la connotation chez IBM. Puis à ce moment-là, ils ont mis le rôle de développement des affaires dans la communauté d'ES LGBTQ, puis ont séparé le monde en 4. Et finalement, c'était une très bonne idée et TD a suivi le pas en 2015. Et quand ils ont suivi le pas en 2015, je me suis dit, oh mon Dieu, moi, j'aimerais ça faire ce rôle-là. Ce rôle-là est crucial parce que plus il va en avoir, plus justement les gens vont prendre au sérieux les diversités, que ce soit sexuelles ou de genre, que ce soit les femmes. Ils vont se rendre compte qu'on fait partie des affaires, qu'on a justement, on achète des maisons, on a des comptes en banque, on a des familles, on va en voyage. Alors, c'est pour ça qu'en 2015, ils ont ouvert ce poste-là. Et moi, finalement, quand j'ai vu le poste être réouvert en 2019, je me suis dit, il faut que je fasse ce rôle-là. C'est trop important. Ça devrait être mon dernier rôle.
Donc, c'est ça que je fais maintenant avec TD. C'est vraiment le développement des affaires dans la communauté de LGBTQ. Vous allez me dire, ça fait quoi, ça? Mais c'est justement, je fais le lien entre la communauté et la banque. Puis en même temps, mais je suis capable de travailler avec différents groupes communautaires, que ce soit la Fondation Émergence, en leur donnant des fonds pour que Vieillir soit gay, que ce soit le Réseau des lesbiennes du Québec qui n'avait jamais eu d'argent en 37 ans, qui aujourd'hui font une journée de visibilité lesbienne, que ce soit de faire des magazines, de faire des événements à la fierté, d'avoir une présence, ou de s'asseoir avec justement un groupe de femmes queer qui ouvrent un restaurant ou des personnes qui ouvrent je veux dire, une boutique ou des affaires, de prendre le temps de venir s'asseoir puis en même temps de se sentir à la bonne place. Et pour moi, ça, c'est très important. Alors, dans mon parcours, au travers de ça, c'est qu'en 2014, j'ai rencontré des gens aussi qui m'ont dit on aimerait ça demander des excuses. Et moi, j'avais de la misère à y croire qu'on pourrait avoir des excuses, mais la chose que ça a fait pour moi en 2014, c'est que c'était la première fois que je voyais d'autres personnes qui avaient vécu la purge LGBT. Et j'ai vu que les gens, il y en avait qui étaient plus affectés que moi et que je trouvais ça très injuste. Puis qu'eux autres, toute leur vie, c'est ça qu'ils ont attendu, d'avoir des excuses puis avoir un redressement. Et c'est ça qui a fait en 2016, avec la Juste Société, le comité, et Douglas Elliott, on a décidé de faire un recours collectif pour justement ramener sur le tapis qu'on a fait ça à 9000 personnes et qu'en quelque part, vu qu'on n'en a pas parlé en 92, mais ça s'est cristallisé, puis là, on voit des inconduites sexuelles, on voit plein de choses qui sortent dans l'armée canadienne, mais c'est parce que la culture, elle n'avait jamais changé. Alors maintenant, je trouve qu'il y a un mouvement qui s'est passé grâce au fond de la purge, au recours de la purge, de prendre une place, d'avoir cette conversation-là, puis en même temps d'être capable d'être dans une corporation comme TD, parce que tout le monde a besoin d'une banque, tout le monde a besoin de la banque. Puis l'argent, c'est important, mais l'intégrité, l'honnêteté, tout ça aussi, c'est deux valeurs qui doivent aller ensemble. C'est pour ça aujourd'hui que moi, c'est important qu'est-ce que je fais, comment je peux redonner aux Canadiens et comment je peux redonner à notre communauté, mais surtout en tant que femme queer. Pour moi, aujourd'hui, c'est très important d'avoir une visibilité. Alors, je ne sais pas si j'ai parlé trop longtemps. Non, pas du tout. Alors, ben, merci beaucoup, Martine. Puis, justement, là, je vois n'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A, donc dans le question-réponse. Mais en attendant, j'ai quelques questions pour toi, Martine, en lien, bien sûr, avec ton travail, l'impact, les défis. Parce qu'on le sait, ce sont des postes qui n'existent pas depuis 15-20 ans. Donc, c'est-à-dire qu'au sein de la Banque TD, tu fais ce rôle-là depuis quelques années. Peux-tu nous parler de la genèse de ton poste? Donc, c'est-à-dire comment TD a déterminé et a eu aussi le consensus à l'interne pour pouvoir créer ce type de poste-là? Parce que j'imagine que puisque c'est une institution, il y a dû avoir de l'opposition, etc. Bien, beaucoup. C'est très intéressant ta question, justement. Puis c'est pour ça que le lien entre IBM et TD est important. Parce que TD est un client d'IBM. Ensemble, les deux regroupements d'employés de LGBTQ ont travaillé beaucoup. Et c'est comme ça qu'on a influencé en 2005, parce qu'en 2005, c'est là que nous, le regroupement stratégique des employés de la communauté de LGBTQ, on a dit, c'est pas un regroupement juste d'employés, on fait partie des affaires. Comment qu'on peut faire la connexion? Et c'est là que IBM a divisé le monde en 4, puis a mis un directeur de développement dans chaque sphère du monde. Et TD, bien, ça les a fait réfléchir. Puis en même temps, TD, en 2005, ils ont décidé, parce qu'ils avaient mis les bénéfices pour les couples du même sexe en 98, puis il y avait comme juste 9 de personnes qui l'avaient utilisé. Comme si les gens avaient peur de justement avouer qu'ils étaient un couple du même sexe et de faire la demande. Et à ce moment-là, c'était Ed Clark qui était à la tête de TD. Il est allé engager mon patron aujourd'hui qui s'appelle Al Ramsey. Et c'est lui qui s'est dit, il faut montrer aux employés qu'on est là.
qu'on fait partie puis qu'on appuie la communauté de LGBTQ, qu'on a une présence. Et c'est là qu'ils ont décidé de commanditer pour la première fois Fierté Toronto. Et quand ils ont fait ça, là, bien, ça a eu un gros impact financier parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont retiré l'argent des comptes de banque de la TD. Tous les gens qui sont homophobes ou tous les gens qui, justement, ne voyaient pas ça comme une bonne chose et tout, ils sont tous partis. Ça a été vraiment un moment décisif parce que c'était est-ce qu'on continue ou on ne continue pas. Moi, je n'étais pas là à ce moment-là, mais c'était Al Ramsey et Ed Clark. Et ils ont décidé de continuer. Puis aujourd'hui, ça fait 17 ans que TD commandite toutes les fiertés à travers le pays, puis même aux États-Unis. Et ça, quand ils ont fait ça, ça a été tellement un témoin important pour les employés de dire « Hey, OK, on est vu, on en fait partie » et une fierté aussi. Et c'est pour ça que TD s'est dit ben, on va aider les fiertés à travers le pays, puis on les aide, même les nouvelles fiertés qui se fondent puis qui sont créées sont aidées par TD. Parce qu'on sait que pour les employés, c'est important cette représentation-là. Mais en même temps, on essaie de le faire aussi 365 jours par année parce qu'il n'y a pas juste au mois de juin ou au mois d'août à Montréal que la fierté est importante. Je pense que c'est quelque chose qui doit être là tout le temps. Oui, tout à fait. Alors, TD, bien sûr, a fait preuve d'un leadership courageux, si on peut parler ça ainsi, il y a 17 ans. Et j'ai rencontré Al Ramsey à quelques reprises, là, entre autres dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs et d'autres activités de la fierté ici à Montréal. Ce que j'ai envie de savoir, c'est justement ce leadership courageux, parce qu'on a des gens qui sont branchés présentement, qui font partie d'organisations, que ce soit des OBNL, des institutions privées, publiques, etc. Quels sont peut-être 2 ou 3 conseils que vous pouvez apporter à des gens qui nous écoutent, qui veulent mettre de l'avant, qui veulent être des agents, des agentes de changement au sein de leurs organisations, mais qui ne savent pas par où commencer? Parce que peut-être leur organisation est beaucoup plus fermée que d'autres. Bien, je pense que c'est ça. C'est pas juste une question, je pense, d'être fermé. Je pense qu'une question, pas tout le monde est à la même place. Pas tout le monde s'est développé de la même façon. Tu sais, tu as des compagnies que ça a pris plus de temps, qui viennent à table, puis justement en parler. L'idée là-dedans, là, c'est que trop longtemps, moi, je trouve qu'on a mis ça en disant que ça fait partie des ressources humaines. On a dit ça fait partie de l'équité, de la diversité, de l'inclusion. On met ça comme d'un côté trop social, quand, dans le fond, on fait partie des affaires. Et pour t'aider, c'est sûr que ça a été quelque chose parce qu'on est 8, plus le soutien à travers le pays à faire ce travail-là. Puis on est la seule institution financière qui a ce rôle-là. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose, tu sais, parce que c'est très innovateur de le faire, mais en plus de payer des gens pour qu'ils fassent ce rôle-là. Parce que tu as quand même tes ressources humaines, tu as quand même les gens qui font le EDI, là, qui sont à part, qui s'occupent des employés, puis font d'autres choses. Moi, je reste vraiment là, comment je peux influencer mes collègues, comment je peux aider la communauté, puis comment je peux aider mes clients. Alors, c'est un mélange. Je vais aider la Fondation Le Chaînon parce que pour moi, je veux qu'elle prenne toutes les femmes, puis qu'elle puisse parler, qu'elle prenne toutes les femmes parce que justement, il y a eu beaucoup de violences conjugales, il y a eu beaucoup de problèmes pendant la pandémie. Et aussi, ça n'a pas besoin d'être un organisme qui se dit 2S LGBTQ, ça a besoin d'être un organisme qui se dit inclusif, puis qui va parler, qui prend les lesbiennes, les femmes non-binaires, qui va prendre les femmes queer, qui va prendre les personnes trans. C'est ça qu'on veut parler, ou les personnes de la communauté noire. C'est comme avec Al Ramsey, qu'est-ce qu'on vient de faire d'ailleurs? Ça va faire 1 an et demi, là, 2 ans. Il a fondé le même segment qu'on a, le développement des affaires de la communauté de LGBTQ, et le segment, le développement des affaires de la communauté noire. Mais là, vous allez dire, ah oui, ils font ça ailleurs, mais il nous a mis ensemble. Et ça fait changement. Parce qu'on ne va pas se mentir, ce n'est pas ouvert dans la communauté noire par rapport aux homosexuels, aux transsexuels, aux bisexuels, aux non-binaires. Alors, c'est comme forcer les choses ensemble pour justement les faire évoluer ensemble. Puis quand tu sais, c'est très innovateur comme façon de penser, mais en même temps, c'est vraiment de dire, ça fait partie des affaires. Les femmes, c'est pas juste un plafond de verre, c'est pas juste
on fait partie des affaires. Quand on prend le 2S LGBTQ, il y a beaucoup de femmes dans ces lettres-là, mais on ne les voit pas. Elles sont où dans le leadership? Elles sont où ces femmes-là qui pourraient justement être des modèles pour des gens plus jeunes? Il y a même une étude qui a été faite sur 3 millions de jeunes de 18 à 24 ans au Canada. Puis ils se disent 43 queer. So, queer qui est non-binaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une orientation sexuelle, ce n'est pas une identité de genre, c'est une philosophie. Si je ne veux plus être dans la norme, si je veux mettre une robe et avoir une barbe, je veux le faire. Si je suis un hétérosexuel et je veux mettre du poly à ongles, je peux le faire. D'être nous-mêmes, d'être authentique, d'aller au travail et partout avec nous, comme on est. On ne soit pas obligé de mentir sur qui on est, d'où on vient, qu'on soit capable d'être authentique, focusé et productif. Merci, Martine. Justement, il y a beaucoup d'éléments que tu as abordés. Je vais poursuivre avec mes questions, puis ensuite, on a reçu une question que je vais te poser également, que je vais vous poser également. C'est-à-dire que deux termes me viennent en tête, c'est-à-dire la question de la transversalité et de l'intersectionnalité. Donc, transversal, c'est de dire que le travail que tu fais touche à plusieurs aspects des affaires et ça touche à plusieurs communautés, d'où l'intersectionnalité. Donc, une personne peut être autochtone, queer, et avoir un statut socio-économique, XY, etc. Donc, dans le quotidien de ton travail, comment se fait la collaboration, par exemple, avec l'équipe qui travaille au sein l'équipe qui dessert les communautés noires, par exemple, ou d'autres équipes au sein de l'institution pour vous assurer que vos dossiers aient une approche transversale aux affaires que vous développez? J'ai un exemple, j'ai une agence, c'est toutes des femmes, une agence de pub qui est venue me voir pour ouvrir leur compte avec nous, mais en même temps, qui aimerait avoir de l'aide, tu sais, des conseils. Alors moi, j'ai été capable d'aider pour ouvrir le compte et tout, et j'ai amené ces gens-là à voir Déborah Cher-Enfant, qui justement s'occupe du segment des femmes entrepreneurs. Puis là, elle, à ce moment-là, est capable d'apporter tout ce côté de spécialisation et d'aide pour les femmes entrepreneurs. En même temps, j'avais un Radio Centre-Ville comme client et on fait une émission de radio qui s'appelle Fraîchement Jeudi pour la communauté de SLGBTQ et je trouve ça intéressant que ça soit fait à Radio Centre-Ville. Alors, avec celui qui s'occupe à ce moment-là du segment de la communauté noire, on a travaillé ensemble. Puis aussi, on a commandité le gala de la Radio Centre-Ville qui s'est passé récemment. Alors, comme ça, on joignait les deux parce que ça ne se divise pas, ça va ensemble. Aussi, qu'est-ce que je trouve important, c'est qu'on a changé l'année passée, au mois de juin, on a mis le 2S, le 2E, dans le fond, deux esprits, à l'avant. Puis tout le monde me demande, mais pourquoi? Mais parce que, justement, les Autochtones étaient là bien avant nous. Par respect, justement, pour tous les Autochtones ici, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Et en même temps, on ne va pas se mentir, on a colonisé toutes ces communautés-là, un peu comme les communautés aussi noires avec la religion. Et ça fait que ça fait des communautés souvent qui sont pas ouvertes, pas inclusives, qui sont homophobes, misogynes et des fois sexistes. Alors, si on est capable d'aider quelqu'un qui décide d'être justement visible, puis d'être là, et c'est ce qu'on a fait. Alors, depuis 3 ans, on aide le magazine LSTW, qui veut dire Let's Spread the Word. C'est un magazine qui est fait une fois par année, qui est complètement bilingue, et on essaie de mettre sur la couverture quelqu'un qu'on veut faire ressortir. Habituellement, on a eu Euphoria, on a eu L Word, on a eu Tegan and Sarah, mais cette fois-ci, on a mis la grande chef Sky Deer de Ganawagi sur le cover. Et pourquoi qu'on a fait ça? C'est qu'elle fait partie de la communauté lesbienne et elle vit avec sa femme sur la communauté de Ganawagi. Je pense que c'est important de donner une visibilité. Alors, quand vous me demandez comment je fonctionne, bien, LSTW, c'est une compagnie privée, dans le fond, qu'on aide, qui fait un magazine, qui fait un appel à projet. Alors, les articles sont vraiment intéressants une fois par année. Et en même temps, ça me permet de mettre quelqu'un de l'avant
tout en faisant ça d'une façon plus inclusive. Et justement, bon, tu as parlé d'avoir mis les personnes qui s'identifient comme étant deux esprits à l'avant parce que ce sont des personnes autochtones. Je vais faire le lien avec la question qu'on a reçue. La personne dit, j'écoutais une femme trans il n'y a pas longtemps et elle disait qu'elle ne comprend pas et n'accepte pas vraiment pourquoi on met les femmes trans dans la communauté de SLGBTQ, car elle se considère et s'identifie comme femme et elle n'est pas lesbienne. J'aimerais entendre Madame Roy à ce sujet. Bien, je pense que justement, le dernier mot, elle n'est pas lesbienne. Je pense que ça dépend de la communauté, ton orientation sexuelle. Ton identité de genre, c'est vraiment l'identité de genre que toi, tu t'es donnée. Alors, si, comme moi, mon identité de genre que moi j'ai, c'est femme, c'est comme ça que je la reconnais, mais en même temps, je suis lesbienne. Donc, une femme qui a fait sa transition, qui est devenue une femme, peut devenir une femme hétérosexuelle comme elle peut devenir une femme lesbienne. Et ça arrive assez souvent, ou même bisexuelle. Et je pense que c'est ça l'idée. Il faut un peu être ouvert à tout. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de... On se pose beaucoup de questions, je trouve, souvent, on ne s'en pose pas autant quand on est hétérosexuel. Puis, quand les gens font une transition, c'est vraiment par rapport à leur corps puis leur identité en tant que personne. C'est vraiment détaché de l'orientation sexuelle. C'est sûr que le débat de dire qu'on met deux S LGBT, qu'on met le T à la fin, avec le reste, avec les gens que c'est une orientation sexuelle et tout ça, bien, il faut dire que le non-binaire est aussi une question de genre, encore une fois. C'est pour ça qu'on a mis tout ensemble. C'est sûr que c'est intéressant de séparer chaque lettre parce que tout le monde est différent. Tu sais, si tu prends un homme homosexuel qui aime les hommes, mais c'est complètement le pôle le plus opposé aux femmes qui aiment les femmes. Mais on est tous ensemble pour travailler pour une cause, puis notre cause, c'est l'inclusion, la diversité. On ne veut pas juste être accepté, on veut faire partie de la société parce qu'on en fait partie. On paye nos comptes, on paye nos factures, on est là. Puis c'est nous les nouveaux talents, c'est nous les talents avec qui vous travaillez. Puis des fois, si on n'est pas nous-mêmes complètement, bien, vous n'avez pas le meilleur de nous. Mais pour répondre à la question, c'est vraiment une question d'orientation sexuelle. Et vous avez abordé justement de donner le meilleur de vous. Donc, au sein de votre organisation, à titre d'exemple, comment est-ce que la TD a réussi à accompagner à l'interne des employés qui s'identifient comme étant de SLGBTQ+, justement pour leur permettre d'accéder à des postes comme le vôtre, comme celui d'Al Ramsey, de sentir qu'ils ont cet esprit d'appartenance, parce que la diversité, c'est bien beau, mais l'appartenance, c'est encore mieux. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde dans l'entreprise. Donc, est-ce qu'il y a des exemples que vous pourriez expliquer, outre vous avez parlé de partenariat, vous avez parlé de commandite, des fiertés, mais qu'est-ce qui a été fait à l'interne, peut-être concrètement, pour les employés? Oui, premièrement, le rôle que j'ai, ça, c'était un mouvement très concret. Après, on a fait tous les pronoms il y a 3 ans à la grandeur de l'entreprise, 90 000 employés. Et c'était très important que tout le monde comprenne c'est quoi le pronom, pourquoi on demande le pronom aux clients, aux gens autour par respect, que c'est c'est une façon de mettre la personne confortable. Alors ça, c'était une façon. Après ça, il y avait tout le côté, justement, qui accompagne si une personne veut faire sa transition avec une aide financière et tout. Après ça, ils ont rajouté dernièrement tout ce qui est la procréation. Alors, ils donnent jusqu'à 20 000 chez la concurrence de 60 000 pour aider pour la procréation, alors que ce soit de la communauté ou hétérosexuelle, c'est encore aussi pour les femmes pour gestation pour autrui aussi. Alors ça, c'est des choses qu'ils font. En plus, bien, il y a chaque division a des regroupements d'ES LGBTQ avec des exécutifs qui gèrent ça puis qui aident pour avoir une visibilité. Et de mon côté, les talents. Parce que c'est la meilleure façon que je vais aller chercher des gens puis qui vont être capables de monter à des niveaux exécutifs pour avoir une représentation. Alors, moi, j'ai des gens que j'ai mis que j'ai vu comme des successions, qui
pourrait prendre ma place si jamais il arrive quelque chose ou quand je vais quitter, et comment je peux les amener à ça avec des entraînements de médias, avec des rencontres, avec des panels et les accompagner à grandir là-dedans. Et en même temps, il y a tout le côté aussi, on fait des stages en entreprise pour les personnes trans. Alors, on a réussi à le faire justement il y a 2 ans et la personne qui a fait le stage aujourd'hui travaille à temps plein à la banque, en succursale. Et même, on vient d'engager une autre personne de la communauté trans qui travaille aussi maintenant à Brossard. Et on a même été capable d'aider. Tu sais, c'est plus compréhensif parce que il faut comprendre qu'une personne qui va faire sa transition ou qui a fait sa transition, il faut prendre le temps de parler avec cette personne. Il faut prendre le temps. Chaque personne a son histoire. Chaque personne, c'est important de savoir leur confort. Est-ce qu'ils veulent le dire ou est-ce qu'ils ne veulent pas le dire qu'ils ont fait une transition? Parce que des fois, ça ne paraît même pas. Alors, c'est comment ils veulent approcher ça, de respecter ça. Et la beauté qu'on a chez TD, c'est qu'on a un département d'acquisition de talent de SLGBTQ à travers le pays. Alors, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui est de la communauté, je prends cette personne-là, je l'amène au groupe et le groupe les rencontre, parle avec eux, regarde c'est quoi leurs aspirations, leurs talents et où on pourrait les amener. Après ça, avec mon équipe, nous, on appelle ça des équipes pour faire justement tout ce qui est les affaires. Dans ces équipes-là, j'ai souvent des gens qui vont dire « Ah, j'ai telle personne qui aimerait se joindre à nous », des choses comme ça. Alors, j'aide toujours pour aider pour le recrutement. Parce que pour moi, c'est très, très important. Après ça, c'est aussi, il y a des employés qui veulent s'investir, qui veulent donner du temps. Donc, c'est important de parler avec leur directeur. C'est important de prendre le temps avec le directeur de dire « Regarde, ton employé va donner un peu de temps au regroupement d'employés de SLGBTQ. C'est une bonne chose pour la compagnie. Alors, si tu es capable de lui allouer des heures pour faire ça. Même, on a dans nos évaluations combien de temps on donne pour aider justement aussi. Alors, c'est d'amener ça à tous les niveaux. Moi, je suis très, très impressionnée. C'est sûr que je viens d'une compagnie, IBM est très fort. Alors, j'avais mes attentes, je n'étais pas ça. Puis chez TD, j'ai été impressionnée. Alors, c'est vraiment pas juste parce que je travaille là, mais comme tout le monde qui me connaît, je ne travaillerais pas là si j'y crois pas, puis si j'y étais pas très bien aujourd'hui. Justement, en lien avec ce que vous venez de mentionner, je vais vous lire les 2 prochaines questions parce qu'elles sont intrinsèquement liées, puis vous pourriez répondre. Donc, la première question, c'est en tant que professionnel en RH, donc plusieurs initiatives EDI des entreprises sont performatives et capitalisent sur la marginalisation des individus provenant de minorités. Ceci est contraire à l'esprit d'émancipation, d'autonomisation et d'habilitation qui est réellement recherché par les minorités et cette dissociation engendre de la frustration. La question est, comment aider une organisation à éviter de chuter vers cette forme de solution attrayante par sa simplicité, mais utilement inefficace et indigne de confiance? Donc, c'est l'EDI performatif. Puis vous avez quand même donné quelques solutions, mais si vous pourriez renchérir. Et l'autre question, c'est quelles seraient les actions à poser pour une organisation pour créer un environnement sécuritaire pour les personnes de diversité sexuelle et de genre? Donc, vous l'avez quand même abordé, mais s'il y a des éléments supplémentaires que vous voulez mentionner directement à ces questions-là. Je vais commencer avec la première question que je trouve très, très intéressante. Vous savez, tout ce qui est woke, pas woke aussi. Là. Puis je pense que c'est tu sais, des fois dans la vie, on part dans un sens, puis on va peut-être trop loin dans un sens, trop loin dans l'autre, jusqu'à temps que ça se balance. Je pense que c'est là qu'on est. C'est sûr que, tu sais, on va dire, puis le mot, excusez l'anglicisme, mais tokeisme, d'utiliser quelqu'un puis de toujours le mettre de l'avant, d'utiliser toujours cette même personne-là, c'est sûr que, c'est très demandant pour la personne. Puis en même temps, ça ne représente pas tout le monde. Il faut faire attention. Il faut faire attention de justement
tokenisme, merci. Il faut faire attention de justement bien représenter puis pas aller juste dans un sens. Comme moi, je veux pas juste qu'on parle des femmes, mais en ce moment, je trouve qu'il y en a pas assez. J'en parle plus pour qu'il y en ait plus des femmes qui, justement, soient visibles, soient là, puis qui en parlent, parce que c'est ma façon à moi de pouvoir aider ce changement-là. Je sais que, je vais peut-être froisser quelques personnes, là, mais je sais qu'en ce moment, l'équité, diversité, inclusion, tout le monde se promène un peu comme ça n'a pas trop quoi faire. Tout le monde est un peu mêlé là-dedans. Est-ce que ça appartient aux ressources humaines? Est-ce que ça appartient à la haute direction? Est-ce que c'est eux qui gèrent les regroupements d'ESLGBTQ? Je pense que c'est ça la question. Il faut faire attention. Je pense que c'est un petit peu de tout qui peut nous aider. Alors, un peu des ressources humaines, un peu de la haute direction, puis un peu de EDI, mais à la fin de la journée, ça ne remplace pas le développement des affaires puis le sérieux que tu dois prendre par rapport à cette communauté-là. Parce que, tu sais, tout le monde me dit, ah oui, justement, le rainbow washing, tu sais, de justement mettre l'arc-en-ciel, puis tu le fais pendant juste un mois, puis tu représentes, puis tu essaies d'être chercher des clients, des talents et tout ça comme ça ne marchera pas. Parce que si tu ne changes pas tes politiques, catch-22, vous allez avoir un gros problème. Vous allez attirer des talents de la communauté d'ES-LGBTQ, puis ils ne seront pas heureux chez vous parce qu'ils ne se sentiront pas dans un espace sécure. Ils ne se sentiront pas bien. Et là, mais ça va être doublement dur pour votre compagnie parce que la personne, elle va partir, puis deux, elle va en parler en mal. Quand on décide de mettre des affiches, quand on décide de mettre un arc-en-ciel, quand on décide de parler d'équité, diversité, inclusion, c'est important de bien le faire. De ne pas le faire juste parce que tout le monde le fait, puis parce que tout le monde dit que c'est la chose à faire. Il faut y croire. Il faut croire à ça, que c'est, tu sais, à la fin, là, un employeur ou dans n'importe quelle compagnie ou n'importe quel employé, tu veux réussir, tu veux avoir la promotion, tu veux être concentré, tu veux être productif. Et c'est la seule façon que tu vas réussir à le faire. Et quand vous faites ça aussi, les compagnies, puis on fait encore une fois, monte le drapeau, mais les clients que vous allez aller chercher vont s'attendre quand ils arrivent en succursale ou dans vos magasins, ça va être inclusif. Puis si ce ne l'est pas, encore une fois, vous allez être doublement pénalisé parce que la personne va partir, puis elle va en parler en mal de votre entreprise. Il faut faire les choses de la bonne façon. Puis la meilleure façon, c'est avec les employés. C'est eux le cœur de la place. C'est eux qui sont au courant des endroits où il y a encore des problèmes d'équité ou d'inclusion ou de diversité. C'est eux qu'il faut convaincre que c'est sécure qu'ils soient out, qu'ils soient non-binaires ou qu'ils soient queer ou lesbiennes ou trans. C'est eux c'est votre baromètre. C'est le baromètre que plus vous allez avoir d'employés, même des alliés, qui s'engagent dans ces causes-là, vous allez ressentir que justement, il y a quelque chose qui se passe dans la compagnie, puis tout ça reflète à l'extérieur. Ça reflète avec les talents que vous allez aller chercher, ça reflète avec les talents que vous allez retenir, puis ça reflète justement avec la société. Ça, puis je trouve ça triste parce que, tu sais, j'ai même vu l'école, l'université qui demandait juste les personnes de la communauté minorité visible. Il faut faire attention à ça. L'idée là-dedans, c'est pas de dire on va prendre une personne de la minorité visible parce qu'il faut le faire au-delà de ses compétences. C'est plutôt quand on va chercher les talents, on doit se dire, bon, où je peux aller chercher quelqu'un qui a ces compétences-là dans cette communauté-là. Tu sais? Et ça se fait. Ça se fait avec des associations d'employés, ça se fait dans les universités, ça se fait partout. Alors, au lieu de faire l'inverse, et c'est là que je pense que les gens s'enfargent, puis on est en train de faire que l'équité, diversité et l'inclusion, les gens qu'on met dans ces positions-là deviennent un représentant au lieu d'être un facilitateur pour les employés, parce que c'est les employés qui vont réussir à faire ça. Puis chez TD, pourquoi c'est si fort que ça? C'est que c'est vraiment les employés. Si je ne te discrimine pas
parce que tu es une personne de minorité visible, bien, les gens ne discrimineront pas parce que je fais partie de la communauté 2S-LGBTQ. Wow, merci beaucoup. Puis justement, quand tu as parlé, il faut y croire. Il y a deux choses qui me viennent en tête rapidement, c'est y croire, mais y croire, c'est aussi d'attribuer des ressources dédiées. Parce que l'exemple de TD puis IBM que tu nous as partagé, ces exemples-là, il y a eu des ressources dédiées, donc que ce soit des ressources humaines. À ces ressources humaines, bien sûr, il y a des salaires, il y a des bénéfices parce que vous représentez, vous faites partie de la force vive de l'organisation. Et ensuite, il doit y avoir d'autres ressources aussi qui soient attribuées parce qu'on ne peut pas croire qu'avec le même budget, les mêmes façons de faire, qu'on va arriver à des résultats différents. Et quand on parle aussi, pour revenir à la question précédente, du cosmétique de l'EDI, il y a beaucoup de gens que c'est ça, c'est on va dégager un 1 000 $ à gauche, un 3 000 $ à droite, subventionné ou un petit prix dans un gala pour dire qu'on colle notre nom à une initiative d'une communauté minorisée. Puis voilà, on s'en sort comme ça. Donc, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ah, là, tu viens de me toucher direct un point très, très important pour moi. Moi, je ne suis pas une personne qui est étudiante en finance ou qui est bancaire. Je suis un être humain, tu sais, puis qui justement a vécu de la discrimination en tant que femme, en tant que lesbienne et tout ça. Et je trouve toujours, depuis que j'ai commencé chez TD, puis même avant, l'idée de donner un petit 5 000 là, avec un chèque, prendre une photo, puis partir à courir après, c'est pas ça, donner à la communauté. Et je suis d'accord avec toi, ça fait juste mettre le logo en place, puis on n'a pas le reste qui vient. Et c'est comme ça que moi, ma vision, moi, c'est holistique. Moi, j'essaie vraiment là, de travailler tout. Tu sais, ça va être autant de trouver une façon d'aider l'organisme si c'est une maison pour les femmes ou si justement le réseau des lesbiennes du Québec. Okay? On va prendre le réseau des lesbiennes du Québec, exemple. Quand j'ai commencé à travailler avec eux, premièrement, ça a été de les aider, OK? Parce qu'ils n'avaient jamais eu de commandite de leur vie pour la journée de visibilité lesbienne. La journée était au mois de juin, OK? Puis le reste du pays, c'est le 26 avril. Alors déjà, il y avait le disconnect en partant. Alors nous, on les a aidés pour la première journée. Puis après, dans mes conversations avec eux, j'ai dit, bien là, on va essayer d'aller vous en chercher plus, mais pourriez-vous déménager la journée pour la mettre au mois d'avril? Comme ça, on pourrait faire des choses plus nationales, puis en plus, on va être capable de vous donner plus d'argent. Alors là, on était capable de monter à 15 000 par année. Et en leur donnant sur 3 ans, en disant on va vous en donner, on est les premiers à avoir fait ça, à avoir aidé de cette façon-là. Après ça, ils m'ont dit hey, on aimerait ça faire une présentation pour la journée de visibilité lesbienne, c'est le 22. Bien, je participe au panel. Je m'assure que tout le monde va être là. En même temps, ils ont amené leur business chez nous. Alors, ils ont amené leur compte avec nous. Alors, moi, je suis là pour dire, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour les aider? S'ils reçoivent de l'argent du fédéral, y a-t-il des façons où on peut les aider à faire plus d'argent? S'ils en investissent, bien, des fois, ces investissements sur un an, sur un montant, mais les profits que tu peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des cartes de crédit ou est-ce qu'ils peuvent accumuler des points? Alors, c'est vraiment d'essayer d'aider au complet. Le chaînon, je leur ai demandé, ils font une présentation sur les relations intimes. Je trouvais ça vraiment intéressant, mais je les ai invités à venir présenter ça chez TD pour les employés. En même temps, mais avec le chaînon, on va aller faire de la littératie financière avec les membres-là. En même temps, j'ai quelqu'un qui va regarder pour le recrutement parce que ces femmes-là, il y avait des emplois avant, il y en a qui pourraient venir travailler chez TD, il y en a qu'on pourrait aider à réinsérer socialement. Et aussi tout le côté bénévolat des collègues. Quand j'aide un endroit comme même une compagnie, il y avait le bar L'Idéal, on avait réussi à les aider à leur anniversaire, leur premier anniversaire. J'ai invité la directrice de compte qui avait réussi à les aider à participer à l'événement. Mais elle était d'une fierté, puis elle est repartie avec un sac, ils ont donné des choses. Alors, c'est cette connexion-là, tu comprends, qui pour moi est vraiment importante. Puis de donner juste des petits montants ici et là, ça n'aide pas l'organisme. Puis de juste donner de l'argent à l'organisme, ça ne l'aide pas non plus. Il faut les aider à être membres du conseil d'administration
parce que nous autres, on a des compétences. Des fois, tu peux être avocat, tu peux être comptable et tout ça. C'est vraiment génial. Puis il y a même des entraînements qui peuvent être donnés à des gens qui veulent aider. C'est ça qu'ils ont besoin, les organismes à but non lucratif. Ils ont besoin des bénévoles, ils ont besoin des fonds, ils ont besoin d'un support, ils ont besoin des présentations. On travaille aussi avec la Fondation Émergence. Puis la Fondation Émergence, le COVID arrive. Là, tu as tous les aînés qui sont tous vulnérables, et nous, avec Laurent McKitchen, en 13 ans, je pense, on avait fait un comité consultatif pour faire une trousse qui s'appelle Que vieillir soit gai pour tous les intervenants en milieu des aînés. Et moi, j'avais travaillé là-dessus, puis j'ai adoré ce programme-là. Je trouve l'idée vraiment, vraiment bonne, et encore plus depuis que je suis commissaire en charte. Je vois beaucoup d'abus d'aînés et tout ça. Et je me dis, tu sais, si tu as le choix entre te faire soigner parce que tu es malade ou être out, ben, tu vas choisir de te faire soigner. Tu sais, si tu es en milieu d'aînés et tout ça. Alors, quand on a vu ça, j'ai parlé avec le directeur général de la Fondation Émergence, qui est Laurent Ambreau. Puis là, on a regardé à faire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider tout le monde, tu sais, les aînés au Québec, mais surtout ceux de la communauté de LGBTQ. Ils ont été chercher plein de programmes jusque dans le Saguenay avec Michel Marc-Bouchard et tout ça. Et on a pu connecter avec les aînés, voir comment ils allaient. Et à partir de là, après, on a fait des webinaires de Que vieillir soit gai dans différents endroits. Alors, TD, on a subventionné la Fondation pour le faire. Après ça, ils l'ont fait en français à travers le Canada. Encore une fois, TD, on a aidé pour ça. Puis là, on est rendu en anglais. Alors là, on leur a donné jusqu'à 40 000 pour justement le faire en anglais. C'est Aging Gayfully. So, tu vois, c'est pas juste de dire, OK, je vais aller travailler avec la Fondation. C'est tout le côté au complet. Puis aussi, comment on peut les aider. Puis j'essaie aussi de référer. Référer, c'est souvent, on me demande, CAE m'avait demandé de faire une présentation pour partir le regroupement Femmes en aviation puis de SLGBTQ. Mais moi, je les ai référés à travailler avec la Fondation Émergence pour avoir justement, ils ont des présentations. La Fondation, elle a une super présentation en entreprise qui est déjà toute là, toute faite, toute prête, que tu peux prendre, puis justement pouvoir aider. Puis la Fondation Émergente, elle fait des campagnes, elle, pour le public. Elle fait des campagnes qui n'ont pas d'année dessus. Alors, tu sais, quand tu disais, il y a des gens qui sont à différents endroits, mais tu peux aller sur le site de la Fondation Émergence, puis tu peux prendre la campagne de 2010, disons, qui était plus, tu sais, qui fait plus avec ta compagnie, puis là, tu peux le mettre partout. Alors, il y a ces outils-là qui existent, qui sont là, qui sont importants, puis il y a des groupes communautaires comme ça. Justement, tu vois, la vision que tu partages, c'est une vision holistique, comme tu l'as mentionné. Donc, c'est une vision 360 degrés autant que possible. En anglais, on dirait full circle et ça assure une certaine pérennité des initiatives parce que ce qui arrive, puis après ça, j'ai une question que j'ai dans le clavardage que je te poserai tantôt, mais je veux qu'on poursuive avec l'idée que tu as entamée. Pour moi, la notion de pérennité, elle est hyper importante parce que j'ai l'impression, puis je l'ai mentionné dans les autres conférences, qu'il y a un éternel recommencement. C'est-à-dire, le travail que tu fais aujourd'hui et que Al Ramsey fait, puis tu m'as dit que vous étiez 9 à travers le pays, ce que je trouve qui est vraiment inspirant, c'est le fait que le travail ne dépend pas de Martine et ne dépend pas de Al seulement. Fait que si Martine, elle quitte et Al part, et même si vous 9, vous partiez, je pense que c'est incrusté maintenant dans les façons de faire, les mécanismes, les processus, les politiques de la TD, ce qui fait que la charge et le coût ne relèvent pas juste de Martine Roy, mais maintenant, ça relève de l'industrie, de l'organisation, et que peu importe la personne qui rentrerait va continuer de faire le travail qui est entamé, comparativement à d'autres causes, d'autres luttes qui sont faites, que ce soit la cause d'ES LGBTQ+, ou les communautés noires, autochtones, etc., qu'on a l'impression qu'on est des nouvelles personnes à faire la chose, alors qu'en 2000, dans les années 90, il y a des gens qui le faisaient, mais il n'y a aucune archive et il n'y a rien qui reste. J'aimerais t'entendre là-dessus. C'est exactement pourquoi, moi, le fait qu'on dise que ça fait partie des affaires.
En mettant que ça fait partie des affaires, donc tout ton marketing en fait partie. Après ça, toutes les ressources humaines, diversité, inclusion, présentation, comment ça en fait partie. Si tu as totalement raison, c'est pour ça que je pourrais disparaître et le rôle est là. Puis même, il y a eu des roulements, tu sais, parce que tu sais, les gens, ils veulent monter dans la chaîne de commande, pas tout le monde est resté à la même place. Puis on réussit toujours à trouver quelqu'un d'autre qui va prendre le rôle. Mais la beauté de ça, vu que c'est un rôle très innovateur, c'est que c'est nous qui l'avons créé, puis on est encore en train de le créer et de toujours l'améliorer. On essaie toujours que ça soit plus, comme on a même fait une pièce en argent de fierté par TD. Puis, avec cette pièce-là, quand tu l'achètes, il y a une partie qui est donnée, une bonne partie qui est donnée à Rainbow Railroad. Puis, Rainbow Railroad est un organisme à Toronto, mais qui aide justement tous les gens qui sont pris dans des pays comme en Russie, comme en Ukraine, tout ça, puis qui doivent sortir à cause qu'ils sont homosexuels, puis sont en danger de mort. Alors, tu sais, il y a toujours une connexion, mais on a un rapport à tous les corps. Alors, on a un rapport comme tout le reste de la business. La seule chose, c'est que, ben, pas la seule, c'est un peu comme quelqu'un qui s'occupe de la santé, mais nous, on s'occupe de tout. C'est encore plus que juste la santé parce que je touche à tout. Je touche à, tu sais, que ça soit au commercial, que ça soit tout ce qui est les builders ou les hypothèques, tout ce qui est le crédit, tout ce qui est gestion du patrimoine. Beaucoup de monde, on ne s'y attarde pas à notre gestion du patrimoine. Et l'autre fois, on a fait un événement justement dans un salon funéraire. Ça a l'air un peu... mais on va tous se retrouver là, tous bien d'avoir cette conversation-là. Et on a fait un événement, puis c'était plein. Il y avait du monde de partout. Et on est capable d'avoir cette conversation-là parce que moi, je suis plus aussi jeune qu'avant. Alors, c'est intéressant, tu sais, c'est d'être justement un peu partout. Mais cette pérennité-là n'était pas là parce qu'avant, quand c'est juste un regroupement d'employés, là, puis la personne a fait ça, comme je t'ai dit, là, sur le coin du bureau, bien, à un moment donné, c'est trop. Si elle a un changement d'emploi, puis elle a plus de responsabilités, elle n'est pas capable, elle va le laisser tomber. Si elle a des enfants ou si elle change complètement de compagnie, on perd complètement la formation du regroupement d'employés. Et c'est ça qui fait que ça tombe. Tandis que nous, vu que c'est notre travail et qu'on est payé pour ça, et je suis évaluée pour ça, je suis évaluée pour tout ce que je fais, là, à ce moment-là, ça veut dire que c'est un rôle qui fait partie de la business. On a même aujourd'hui, on a quelqu'un qui s'occupe de tous nos réseaux sociaux pour les deux équipes. Tu sais, que ça soit anglais, je veux dire que ça soit anglais ou français, mais que ce soit de la communauté noire ou que ce soit de SLGBTQ. Puis on embarque beaucoup les femmes entrepreneurs avec nous tout le temps.